Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on analyse et on débriefe les annonces Nikon, le Nikon Z8. Alors le 10 mai dernier, Nikon a annoncé son Nikon Z8, un boîtier plein format au capteur stabilisé, empilé, rétro-éclairé de 910 grammes. En gros, un Z9, mais plus léger. Oh, et j'ai oublié de le préciser, le capteur de ce Z8 est un capteur de 45 millions de pixels. Nikon le brande carrément en disant que c'est le successeur hybride du D850 au prix de 4600 €. En termes d'ergonomie, vous avez le même capteur que les Nikon Z9, vous avez à peu près tout, comme le Nikon Z9, si ce n'est que vous n'avez pas le grip. On a toujours ce petit écran sur l'épaule, on a toujours un boîtier tropicalisé, on a toujours le petit switch photo et vidéo, la molette de cadence des modes, elle a disparu, vous avez toujours pas d'écran sur rotule, on a toujours, pour les photographes c'est super, vous avez l'écran qui peut bouger à l'arrière, qui est toujours aligné avec votre objectif, mais toujours pas d'écran sur rotule, ce qui est un petit peu gênant pour ce boîtier, on va voir pourquoi après. Vous avez le même viseur que le Z9, c'est-à-dire 3,68 millions de points, rafraîchi à 120 images par seconde. Ce viseur qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'apparemment il est super qualitatif. Vous avez un port de carte CF Express type A et vous avez un port de carte SD. Et pour finir sur les connectiques, vous avez un port HDMI type A, le gros, celui qu'on veut quand on fait de la vidéo. Vous avez deux ports USB-C, mais vous n'avez plus de port Ethernet. En gros, ce Nikon Z8, il a un body qui est 30% plus petit que le Z9. Il est quand même plus gros que la génération des Z6, Z7, etc. Mais il est plus petit qu'un Z9, 30% plus petit, 30% moins cher. En termes d'autofocus, on est sur un autofocus qui est basé sur le Deep Learning. C'est donc le meilleur autofocus disponible actuellement chez Nikon. On a donc un autofocus qui fonctionne très bien dans 90% des cas, mais la plupart des testeurs s'accordent pour dire que par moment, l'autofocus pète un câble et donne des résultats hasardeux. Damien Bernal parle d'un tracking qui des fois dysfonctionne, c'est-à-dire qu'il va y avoir un animal qui va être visible devant et il va pas vouloir le voir. Il est là, il est clairement visible, il y a limite un fond blanc derrière, mais il n'arrive pas à faire le point pile sur l'animal et à assurer le tracking. Jared Polin, de son côté, a fait un autre constat, qui est que parfois, le petit carré, quand il fait une photo d'une personne, le petit carré est bien sur l'œil et bien visible, et au moment où il fait la photo et qu'il check la photo, le focus a été fait derrière lui, donc il y a un problème de back focus. Pourtant sur l'écran c'était bien affiché que le focus était bien sur l'œil, que l'appareil avait bien identifié la personne et l'œil de la personne, et au moment de la photo, le focus est fait derrière. Alors c'est un problème qui a priori reste assez ponctuel, mais qui existe quand même. On peut pas faire comme si c'était une photo sur 10 000, visiblement, ça arrive parfois, de façon plus ou moins récurrente. En termes de spec photo, on peut attaquer des rafales à 120 images par seconde en JPEG et 20 images par seconde en RAW. Petit détail, quand on est à 120 images par seconde en JPEG, on n'est que à 11 millions de pixels. On a ici un buffer solide et capable d'encaisser, sous réserve que vous avez les bonnes cartes, 1000 RAW. On a le prédéclenchement qui est disponible, on n'a pas d'obturateur mécanique. Nikon a fait le choix depuis le Z9 de virer les obturateurs mécaniques, au moins de ces haut de gamme. Mais comme on a un capteur empilé, le rolling shutter, ça n'existe plus. Donc vous avez la chance d'avoir un obturateur électronique qui peut aller jusqu'à 1/32 millième de seconde. Et cet obturateur électronique est adaptatif, c'est-à-dire qu'il y a un réglage à faire, mais vous pouvez, selon vos conditions de lumière, faire un réglage à 1/4386,2, ce qui vous permet d'éviter le banding, le flickering, etc. C'est chouette. Vous avez quand même un rideau de protection du capteur lorsque vous voulez changer d'objectif, et ça, toutes les marques devraient le mettre en place. Sony l'a fait. Je me demande si Canon l'a fait, mais il y a plein de marques qui ne le font pas, et ce serait pas mal que ce soit mis en place un peu partout. Panasonic, ce serait cool que vous fassiez ça sur vos prochaines générations. Et donc, comme je le disais, un rolling shutter exceptionnel qui est le meilleur du marché. Niveau vidéo, on a été gâté, on a de la 4K 120 images par seconde, de la 8K 60 images par seconde, c'est une 4K de très bonne qualité puisqu'elle est oversamplée. Nikon ne précise pas à partir de quelle résolution ils ont oversamplé, donc ils ont écrasé pour avoir leur 4K. Mais on peut imaginer, puisque c'est un capteur qui est capable de faire de la 8K, qu'ils exploitent la 8K et qu'ils la compressent pour faire une 4K de très haute qualité. Vous avez du long up, vous avez du all intra, vous avez du ProRes, le tout en 422 10 bits et le tout en interne, c'est ça qui est le plus impressionnant. Vous avez du NRAW en 8K et le tour de force de ce boîtier, c'est qu'il n'y a pas de crop, zéro crop. En 4K, en 8K, vous avez tout en full frame.
Au niveau autofocus, vous avez la même chose qu'en photo. Vous avez un dual ISO qui est disponible, dont je n'ai pas les chiffres. Il me semble que Gerald London disait 4000, mais l'ISO inférieur, il doit être à 640 ou à 800, mais j'ai plus le chiffre, donc il faudra vérifier. Je suis assez d'accord avec Damien Bernal sur son analyse de ce boîtier par rapport à la vidéo. Vu toutes les specs, vu tout ce qui a été mis comme technologie dans ce boîtier, sachant que Nikon est plutôt spécialisé dans la photo, ils sont pas reconnus pour la vidéo, même si le Z9 a mis un petit peu un pavé dans la mare au niveau de leur gamme, mais vu tout ce que Nikon balance dans son boîtier, ils ont clairement envie de se faire une place sur le marché vidéo. Niveau autonomie, Damien Bernal a testé de la 4K60 pendant 1h30 jusqu'à ce que la batterie soit vide. Il n'y a pas eu de coupure de chauffe, même s'il y a eu des témoins de chauffe. Et Jared Polin, de son côté, semblait un petit peu déçu de l'autonomie de ce boîtier et expliquait que pour pouvoir profiter de ce boîtier et de tout ce qu'il offre, un grip est plus que nécessaire. Alors quelle est la place de ce Nikon Z8 sur le marché et dans la gamme Nikon ? Selon moi, les Nikon Z8 et Z9 sont exactement ce que sont les Panasonic S5 II et S5 IIX. C'est honteux! Je vous explique ma logique. Le Nikon Z9 est une version surgonflée du Nikon Z8. Le Nikon Z8 embarque grosso modo 95% de tout ce qu'embarque le Z9 en plus petit, en moins cher. Il va clairement chasser sur les plates-bandes de Canon avec son R3 et de Sony avec son Alpha One. On a un boîtier avec un capteur empilé qui attaque à 4600 €, donc qui est globalement 30% moins cher que ses concurrents qui proposent à peu près la même chose. Et là vous allez me dire, mais Benjamin, pourquoi tu nous parles des S5 II et des S5 IIX ? Tout simplement parce que le Panasonic S5 II, c'est 95% du S5 IIX. Dans le S5 IIX, on a juste mis quelques options qui parleront qu'à une petite part des utilisateurs et notamment des professionnels, donc des choses qui sont globalement absolument pas indispensables pour la plupart des utilisateurs, mais qui pour certains professionnels et dans certaines utilisations sont indispensables. Et si aujourd'hui le Nikon Z8 et le Nikon Z9 sont quasiment identiques, il y a certaines options pour certains professionnels et certaines pratiques qui n'ont pas été implantées dans le Z8 et qui seront deal breakers. Pour moi, j'en vois trois. D'abord, il y a l'autonomie. Avec un grip sur les Z9, vous avez une autonomie qui est renforcée. Alors oui, on peut acheter un grip pour le Z8. Mais le côté monobloc, il y en a quand même vraiment beaucoup. Le deuxième point, et pour moi c'est le plus important, c'est l'absence de prise Ethernet RJ45 sur le Z8. Parce que lorsque vous êtes photographe sportif, que vous êtes au bord d'un terrain, tous ces photographes-là sont reliés en RJ45 pour transférer leurs photos instantanément. Ils font une photo d'un joueur de foot, la photo elle part direct en régie parce que les médias, l'équipe, tous les médias sportifs veulent publier le plus vite possible. Alors vous allez me dire, oui mais sur le Z8, il y a quand même 2 ports USB-C. C'est vrai, mais le port USB-C, c'est pas du tout un port RJ45, ça n'a rien à voir. Un port USB-C, au-delà de 10 mètres, vous perdez votre débit. Un port RJ45, vous pouvez en mettre 60 mètres, le débit reste le même. C'est pour ça que ça a beau être un port qui est assez ancien, il est extrêmement efficace et il est toujours utilisé par les photographes sportifs. Et donc l'absence de ce port RJ45 pour les photographes sportifs au bord des terrains, etc., ce sera deal breaker. Et le deuxième truc pour moi qui fera une différence pour certains, c'est l'absence d'un double port CF Express. Parce que sur le Z9, vous avez 2 ports de CF Express type A et XQD, je crois que c'est un double port. Alors que sur le Z8, vous n'avez qu'un seul port CF Express type A et un carte SD. Et un professionnel qui souhaite avoir un double enregistrement permanent pour avoir une sauvegarde et un backup complet ne pourra pas le faire. En tout cas en vidéo il pourra pas le faire parce que s'il utilise de la 8K60 qui est sur des débits très élevés, la SD ne suffira pas. Alors Jared Polin dit quand même que si vous avez une carte SD de très haute vitesse et une XQD, en termes de buffer et en termes de rafale photo, vous ne devriez pas voir la différence. En revanche, si vous faites de la vidéo et que vous exploitez du ProRes, de la 8K60, la CF Express type A pourra encaisser et la SD ne le fera pas, donc vous n'aurez pas de double enregistrement. Et j'imagine que certains vidéastes qui veulent travailler avec du Nikon, ça leur suffira pas. Alors en conclusion, moi je pense que Nikon tape très fort en proposant un boîtier de ce calibre avec un capteur empilé rétroéclairé, haute définition, avec de la 8K, avec de la 4K 120, à 4600 €, quand un Alpha One est à 7300 € et un Canon R3 est à 5900 €, on est clairement beaucoup moins cher, ils veulent tailler dans le gras, et encore une fois je vais les comparer à Panasonic, mais j'ai le sentiment que Nikon avec son Z8 nous fait comme Panasonic avec son S5 II, c'est-à-dire qu'il propose un boîtier avec énormément de fonctionnalités et de puissance,
à un prix largement inférieur à ce que fait la concurrence au moment de la sortie du boîtier. Et je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien que les marques décident enfin de baisser les prix, parce que depuis quelques années, on voit quand même que les boîtiers plein format commencent à vachement augmenter. Ça commence à devenir très inaccessible pour le commun des mortels. Et je trouve bien qu'il y ait deux marques qui disent nous, on va proposer très bien et on va le proposer moins cher que tout le monde. Je trouve que la concurrence, ça fait du bien. Alors après, toute proportion gardée, un Panasonic à plus de 2000 euros, un Nikon à plus de 4000 euros, ça reste une somme et un budget très élevé, qui n'est pas fait pour tout le monde, mais n'empêche que si aujourd'hui vous avez besoin de ces performances-là, et que vous n'avez pas 6000 euros, et avec ce Nikon Z8, vous pouvez bénéficier de ces performances-là. Alors il y a une question qui subsiste, est-ce que Nikon va arriver à livrer ses Z8 ? Parce que pour rappel, il y a plus d'1 an, le Nikon Z9 est sorti, il a fait un carton, il y a eu beaucoup de précommandes, et Nikon n'arrivait pas à le livrer. Les listes d'attente ont dépassé 1 an. Vous commandiez votre Z9, et on vous disait, ok, il vous sera livré dans 1 an. Il y a eu beaucoup de commandes qui ont été annulées, c'est assez connu, pas mal de créateurs de contenu ont dû annuler leurs commandes, et sachant que ce Nikon Z8 est quand même bâti sur les mêmes composants que le Z9, c'est le même capteur, c'est globalement les mêmes composants si ce n'est le grip et le body, est-ce que Nikon aura les stocks ? Est-ce que Nikon aura les pièces ? Est-ce que Nikon va arriver à livrer les gens en temps et en heure ? Le Z9, c'était pas possible. Alors peut-être qu'ils ont appris de leurs erreurs, je le souhaite, mais on verra. Voilà, c'en est fini pour moi, pour ce petit tour d'horizon du Nikon Z8. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des petits mots gentils, n'hésitez pas à les mettre. Je vous invite à aller voir mon Instagram. Aussi, j'y poste des trucs régulièrement. En attendant, prenez soin de vous. Salut.